Les routes de la soie, c'est un piège. Il y a quand même une seule question qu'il faut se poser. Elle veut aller où, la Chine? C'est quoi sa stratégie? Moi, ce qui me permet de parler de la Chine, c'est mon passé maoïste. Ça ne suffit plus de dire le marché, la finance, tout ça va s'équilibrer naturellement dans la mondialisation heureuse. C'est terminé, ça. C'est terminé. C'est-à-dire que les Chinois ont compris une chose, comme ils l'avaient fait à l'époque de Chiang Kai-shek, on peut passer des alliances très profitables avec des adversaires. Mais la Chine ne veut pas finir comme l'Union soviétique. Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. On est ravi de vous recevoir pour ce grand entretien du Cercle, émission de la chaîne Risque Intel Média. Christian Arbulot, vous êtes spécialiste des questions de guerre économique, d'intelligence économique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement qui vous êtes et ce que vous faites, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Alors, je dirige une école qui s'appelle l'École de guerre économique, qui est positionnée à Paris, qui a une antenne à Rabat au Maroc, et qui existe depuis 27 ans. Et je dirige aussi un centre de recherche qu'on a créé il y a 2 ans, qui s'appelle le CR451, et qui a un site internet, cr451.fr, et qui commence à avoir, je dirais, une existence assez démonstrative, on pourra en reparler, à un niveau international. D'accord. L'objectif, en fait, de ce centre, c'est de faire profiter à l'école toute une démarche de recherche appliquée qu'on a mis en œuvre, liée à la fois à la production de connaissances, mais aussi à un travail de regroupement de réflexion avec d'autres qui ne sont pas du tout de l'EGE. Je pense à des gens de l'INALCO, je pense à des gens de l'ENSC Bordeaux, l'École des sciences de la cognitique. Je pense aussi avec des chercheurs d'autres pays. Et je crois qu'on est sur des actions innovantes. On le verra le 26 octobre prochain au Sénat, puisqu'on organise donc le premier colloque sur la guerre économique au niveau international. Et il y aura des étrangers, comme on dit, venant de différents pays, qui vont apporter leur pierre à l'édifice d'une réflexion qu'il était temps de rendre publique sur la notion de guerre économique. Mais quand je parle de démarches innovantes, on travaille notamment avec des chercheurs allemands sur la question de la guerre de l'information et dans le cadre de l'Europe. Alors ça peut énormément surprendre qu'on fasse ça, puisque le GE a sorti des rapports assez durs par rapport à l'Allemagne, mais en fait, on oublie que on peut être en opposition forte sur des enjeux économiques et en dialogue tout aussi fort sur des enjeux de guerre de l'information par rapport aux menaces qui pèsent sur l'Europe et qui sont diverses et variées. Et ça, c'est notre qualité à nous, je la revendique, c'est qu'on n'est pas sectaire, on n'est pas piégé par une idéologie, on est vraiment dans la volonté de faire avancer les choses, d'être constructif. Ce qui nous amène à une ouverture d'esprit importante, et d'où l'innovation derrière. Parfait pour l'entrée en matière. Aujourd'hui, on va tourner un peu notre regard vers l'Asie, mais pas que, on va en profiter pour évoquer en creux nos éventuels manques, que ce soit intellectuels ou logistiques. On reviendra notamment sur un des rapports que vous avez sorti récemment sur la logistique. Mais pour commencer cet entretien, avant de parler un peu de cette guerre économique où intervient notamment la Chine, j'aimerais vous faire réagir sur une citation d'Édouard Philippe, quand même ancien Premier ministre, vu qu'on est en période d'élection, qui indiquait que la guerre économique, c'est pas un terme qu'il aime. Il n'aime pas trop ça comme terme.
qu'est-ce que ça dit de la pensée des élites françaises? Oh bah, ça dit qu'il n'a rien compris. C'est-à-dire que le problème, c'est pas qu'il aime ou qu'il n'aime pas le terme. Le problème, c'est la France, dans le monde actuel, qui ne cesse de développer de manière tout à fait visible tout un tas de conflits de différentes natures, dont des conflits économiques, sont qu'on demande à un politique qui prétend un jour être présidentiable, c'est pas ce qu'il aime, c'est sa qualité intellectuelle pour créer une réflexion d'ordre stratégique afin de sortir la France de la situation dans laquelle, peu à peu, elle s'enfonce. C'est-à-dire, la France va devoir faire face de manière beaucoup plus affirmée que dans le passé à un certain nombre de défis. Le premier, c'est qu'il faut enrichir ce pays en le développant économiquement pour permettre à ce pays de fonctionner, c'est-à-dire faire fonctionner l'éducation, faire fonctionner la santé, faire fonctionner les transports, etc., etc. Donc pour ça, si on n'a pas un politique responsable, c'est-à-dire ayant bien compris que ça ne suffit plus de dire le marché, la finance, tout ça va s'équilibrer naturellement dans la mondialisation heureuse, c'est terminé ça. C'est terminé. Donc on a besoin de politiques qui ont une vision stratégique. Donc, le président des États-Unis, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit Joe Biden ou peut-être Donald Trump, le président de la Russie, le président de la Chine, le président de l'Inde, enfin, le président de l'Iran ou d'autres pays, ils ne prennent plus de gants. Ils disent les choses telles qu'elles sont. Quand on voit apparaître aujourd'hui, et on va en reparler vis-à-vis de la Chine, sûrement, la renaissance du protectionnisme, c'est un des éléments constitutifs de ce qu'on pourrait qualifier de guerre économique du temps de paix. D'accord ? Donc, si on n'intègre pas au niveau de la vision stratégique d'un homme politique cette notion, ça veut dire qu'on ne comprend pas dans quel monde on est aujourd'hui. Et ça, je suis désolé, c'est pas acceptable. C'est-à-dire, on peut souhaiter pour le bien des Françaises et des Français que les personnages politiques qui vont se présenter aux futures élections présidentielles, ils assument la notion de guerre économique. S'ils en sont encore à faire, je dirais, l'inquiet par rapport à la force de l'expression, à essayer de chercher un profil très bas, d'aller à bas bruit vers d'autres réalités, mais ils vont échouer tout simplement. Si Édouard Philippe n'a pas un plan de guerre économique du temps de paix et du temps de guerre, il échouera. Point. C'est ça le constat. Et pour parler de la Chine, quel est le plan chinois de guerre économique? Alors, est-ce qu'ils en ont un ou est-ce qu'eux non plus n'aiment pas le terme guerre économique? Petit flashback. Comment comprendre la Chine? Moi, ce qui me permet de parler de la Chine, c'est mon passé maoïste. Et c'est pas un passé maoïste idéologique. C'est un passé maoïste qui a été de tirer profit des méthodes de combat par la connaissance et par l'information d'un pays comme la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La première méthode de combat, c'est de cacher sa stratégie. Et c'est de faire croire à l'autre quelque chose qui va forcément le rassurer, lui plaire. Et là, premier arrêt sur image, d'accord ? Je suis désolé de revenir sur le livre de M. Martin, diplomate de son État. La diplomatie n'est pas un dîner de gala. Gros livre,
Et M. Martin est considéré comme un des grands diplomates que la France ait eu, puisqu'il a été ambassadeur de France en Chine et aussi ailleurs d'ailleurs. Et pourquoi je m'arrête sur lui? Pour bien rappeler que M. Martin avait une connaissance de la Chine, de la culture chinoise, de la langue chinoise, de la géographie chinoise, mais il lui manquait une corde à son arc, c'est comment fonctionne le Parti communiste chinois. Et le Parti communiste chinois, c'était pas simplement la rivalité pour prendre la tête du secrétariat général. C'est surtout un parti, donc une machine de guerre idéologique, qui, au fil des ans, va être en posture forte de combat, car toute l'histoire du Parti communiste chinois se résume à 1. Comment Mao évite Staline. Ça commence là, l'histoire. Ensuite, comment Mao évite Chiang Kai-shek. Ensuite, comment Mao va éviter les conséquences du schisme sino-soviétique. Ça fait déjà beaucoup de parcours du combattant au niveau de la gestion de la connaissance, de l'information, de l'image, etc. Et ils ont survécu à toutes ces étapes. Il a survécu, comme vous venez de le dire, à toutes ces étapes. Et la quatrième, qui est certainement la plus réussie et qui arrive déjà lorsqu'il est encore en activité, c'est de se faire reconnaître par le monde occidental. Je pense que la plus grande erreur qu'on a commise, c'est de donner un chèque en blanc à cette reconnaissance de la Chine communiste par le monde occidental. Et là, il faut revenir sur l'épisode Charles de Gaulle. Un des premiers pays à reconnaître la Chine, c'est la France. C'est une erreur selon vous? Moi, je pense que la manière dont on l'a fait, je ne dis pas que c'est une erreur de la reconnaître, c'est la manière dont on l'a fait. Parce que reconnaître la Chine communiste, j'insiste, la Chine communiste, qui à l'époque était en pleine guerre du Vietnam, qui avait contribué à la défaite militaire française en Indochine, notamment à cette fameuse défaite de Dien Bien Phu qu'on célèbre régulièrement, ça veut dire que il faut pas oublier tout ça. Ça veut dire que la Chine, c'est pas simplement un pays qu'on va ramener dans le concert des nations, et on est très content de le faire, parce que quelque part, c'est la diplomatie de la troisième fois du général de Gaulle, d'accord, mais à une seule condition, c'est qu'il faut que dans son dos, on ait un 1143 cognitif bien chargé. Parce qu'on a en face la Chine communiste. Et que la Chine communiste, c'est pas un pays comme les autres. Et surtout, j'insiste, il y a des images qu'on ne doit pas oublier, que le général de Gaulle lui-même n'aurait pas dû oublier. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Combien il y en a qui sont revenus des camps de détention du Viet Minh après la défaite de Dien Bien Phu? Combien il y en a qui sont morts de maladie, d'épuisement? Combien il y en a qui étaient détruits psychologiquement par la rééducation communiste, Viet Minh, qui était totalement copié sur le système politique maoïste, d'accord? Et pas celui de Chiang Kai-shek, comme certains s'évertuent à le dire aujourd'hui, dans une lecture catastrophique de l'histoire, voire révisionniste de l'histoire. C'est dommage que le général de Gaulle ait perdu ces images. C'est dommage qu'on ne voit pas les documents filmés de ceux qu'on rapatrie après justement leur libération, qui sortent comme sortis de Dachau, comme sortis d'un camp de concentration nazi. C'est des déchets humains. On ne les montre pas. Donc, imaginez, le général de Gaulle, qui revient aux affaires, il a oublié tout ça.
il a oublié pourquoi et comment la Chine communiste a contribué de manière décisive à la victoire du Viet Minh contre l'armée française en Indochine. On ne peut pas oublier ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que quand on fait rentrer la Chine dans le concert des nations, il y a quand même une seule question qu'il faut se poser. Elle veut aller où, la Chine ? C'est quoi sa stratégie ? Et là, c'est terrible ce qui se passe. On l'accueille, donc rappelez-vous, la troisième voie, la France n'est pas prisonnière du bloc de l'Ouest ou du bloc de l'Est, elle veut se créer une troisième voie. Oui, mais attention, pas à n'importe quel prix, pas en étant dans une espèce de vision sur la surface des choses. Parce que quand M. Martin revient en Chine, après l'effondrement du système bande des quatre, etc., au moment où Deng Xiaoping devient, entre guillemets, le maître de la Chine, on se dit, c'est génial, la Chine va se rapprocher du monde occidental, la Chine va changer, et nous ne pouvons nous féliciter que de passer des contrats avec elle, de vendre un certain nombre de solutions industrielles, etc. Pas une seule seconde, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas une stratégie à double entrée ? Un discours extérieur pour nous rassurer et une démarche cachée, c'est-à-dire l'autre entrée pour comprendre, c'est de ne pas oublier une chose quand même qui était évidente. La Chine communiste voit l'Union soviétique s'effondrer sur elle-même. Lorsqu'on est un tout petit peu dans le bain des problématiques de l'histoire du monde communiste, dans sa vie internationale, on ne peut pas quand même faire l'impasse sur, même si on est au Quai d'Orsay, sur un élément essentiel qui est, mais la Chine ne veut pas finir comme l'Union soviétique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a... Le PCC ne veut pas finir comme le Parti communiste chinois, pour être précis, vous avez tout à fait raison de me corriger, ne veut pas finir comme le Parti communiste de l'Union soviétique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on attendrait du fameux Quai d'Orsay et de M. Martin et d'autres ? C'est qu'au lieu de se frotter les mains en disant « la Chine vient vers nous », c'est d'être en alerte sur « mais c'est quoi la stratégie chinoise réelle ?» Et ça, très sincèrement, en tout cas quand j'ai lu le livre de M. Martin, j'ai pas vu ça transparaître. J'ai vu une espèce de croyance dans le fait que la Chine allait suivre une autre voie, que l'effondrement de l'Union soviétique faisait que la Chine, en tant que système communiste, est devenu un système très faible, et que son seul salut, c'était de s'ouvrir à l'Occident, de dire au monde occidental, voilà, on va créer des zones économiques spéciales, on va faire du business ensemble, et on va s'acclimater. Mais, et ça, c'est une question qui intéresse plus particulièrement, vous rappelez votre passé maoïste, donc aussi en tant qu'ancien maoïste, vous savez bien que dans la pensée communiste ou socialiste, il y a un discours sur le fond et un discours sur la méthode. Mais bien sûr. Un discours sur la méthode qui est même souvent plus important que le fond. On connaît les méthodes trotskistes d'un petit groupe éclairé qui peut amener à la révolution, par exemple. Mais le maoïsme, qui d'ailleurs n'est pas renié par Xi Jinping, alors même que ses parents en ont été Surtout victimes. Pas. Bien sûr. Donc, ce qui montre quand même une permanence probablement stratégique. Quels sont les piliers stratégiques du maoïsme ? C'est quoi la méthode ? Pourquoi je me réclame de cet héritage en termes de grille de lecture ? D'abord parce que les maoïstes français, disons-le en un mot, vu de Pékin, c'était même pas un cafard sur un mur. Ça commence comme ça, l'histoire. D'accord. Deuxième point, quand en France, on lit la presse officielle à l'époque du Parti communiste chinois, donc Pékin Information,
on voit bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a un discours de propagande très langue de bois, très néo-stalinien, disons-le comme tel, et c'est pas vraiment à ça qu'on a envie d'assister comme démonstration. Mais, et là je reviens à la question que vous posez, si on balaye ça, c'est-à-dire qu'on accepte d'être un cafard sur un mur, deux, qu'on n'hésite pas, comme je l'ai fait, à aller perturber les séances de l'Association des amitiés franco-chinoises parce qu'on estimait, nous, maoïstes, que c'était une bouffonnerie. D'accord ? C'est-à-dire ça va, quoi. On méritait autre chose que cette langue de bois néo-stalinienne qui tournait en rond. D'accord ? En revanche, ce que n'arrivent pas aujourd'hui à comprendre les spécialistes de la Chine qui travaillent notamment pour le ministère des Armées, c'est que quand on reprend le petit livre rouge, c'est pas la même chose que Pékin Information. Le petit livre rouge, donc on a beaucoup singé, une espèce de produit de grande consommation, c'est un manuel de combat, de guerre de l'information. Mais il est incroyablement précis dans la manière de gérer une masse énorme de population pour la conditionner au combat. Petit détail, pour la conditionner au combat. Pas pour la faire voter dans n'importe quelle direction, je sais pas. C'est pas ça le problème. C'est comment on prépare les gens à être en posture de combat par rapport à des adversaires. Ça, c'est très important. Quand Giap dit, et tout le monde n'a pas bien compris la phrase de Giap sur l'armée française a perdu parce qu'elle n'a pas fait de la politique, mais en fait, derrière cette phrase, qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'effectivement, nous n'arrivons pas à comprendre les ressorts du maoïsme en termes de doctrine de combat. Comment je prépare au combat, comment je forme au combat. Comment je forme au combat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord en étant très très faible. Très très faible, ça non plus les spécialistes français ne veulent pas jeter un œil un peu plus averti sur la chose. Le communisme échoue lamentablement dans sa révolution des villes fin des années 20. Il repart dans les campagnes, il remet en question toutes les règles du léninisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de partir de zones ouvrières, on va partir des campagnes. C'est quoi la mentalité des paysans chinois ? Ça n'a rien à voir avec les révoltes ouvrières qu'il y a eu dans la Russie tsariste en 1917. Strictement rien à voir. Donc c'est d'autres règles de travail. Comment on s'implante dans un village avec une mentalité paysanne qui vous observe. Ça veut dire quoi être un militant qui arrive sans rien pour commencer à créer un point d'appui dans un village ? Là, aujourd'hui, j'entends des spécialistes qui travaillent dans le cadre français qui disent « mais en fait, ils ont fait comme Chiang Kai-shek, parce que Chiang Kai-shek a été formé, effectivement, en Union soviétique. » Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même rapport de force, c'est pas du tout le même rapport avec les populations en termes de militantisme. Rien à voir. Qu'est-ce qu'on apprend dans le maoïsme ? On est faible, on fuit l'affrontement. C'est pas pour rien qu'il y a la longue marche pour aller se cacher au fin fond de la Chine. C'est pour pas se faire détruire par justement le plus fort à l'époque, l'armée nationaliste du Kuomintang. Mais quand on va voir arriver les Japonais, quelle est la force du maoïsme ? C'est de suggérer un front uni à l'ennemi, à Chiang Kai-shek, parce que le plus important, c'est l'envahisseur japonais. D'accord ? Et le front uni va exister. Et là, le maoïsme continue. Surtout ne pas se battre contre les Japonais. Éviter le plus possible. Laisser les nationalistes du Kuomintang se battre. Et continuer à être une force agile, à bouger et à faire de la politique sous les radars, à bas bruit, et à être dans les campagnes. L'encerclement des villes par les campagnes, c'est pas un slogan publicitaire, c'est une réalité.
Et ça a donné lieu à des résultats redoutables. L'exportation de ces techniques-là en Indochine, on a vu comment le Viet Minh a théorisé ça pour enfermer la réalité française dans des villes, une fois de plus, sans qu'ils puissent, ces soldats français, puisque c'était eux qui étaient en première ligne, contrôler ce qui se passait la nuit, ou même une partie de ce qui se passait le jour, dans la nature, les campagnes et tout ce que ça représentait. Donc, ça, c'est le passé. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont tiré comme leçon pour l'avenir, et notamment dans la période charnière du début de l'ère Deng Xiaoping, c'est-à-dire je vais vers l'Occident et je tends la main à l'Occident, venez vous installer en Chine. Ils ont tiré quoi comme leçon? La dissimulation de leur stratégie. Passer pour des faibles, notamment. Passer pour des faibles. Laisser venir les groupes industriels occidentaux. Créer l'espace pour ça. Les zones économiques spéciales, et c'est pas rien, les zones économiques spéciales, c'est être capable, dans une dictature communiste, de créer des poches où on va faire venir des gens qui vont s'installer durablement, bien plus longtemps que la période nouvelle économie politique après le communisme de guerre, après la guerre civile en Russie. Non, là c'est quelque chose qui dure longtemps, où on va petit à petit élargir les zones, où on va instaurer un capitalisme importé. Et là, de nouveau, on en arrive toujours à l'éternelle double lecture, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont faibles, qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Ils passent des accords et ils font croire à ceux qui arrivent que ceux qui arrivent sont dans un Eldorado pour faire du commerce tous azimuts et ramasser un maximum d'argent. Et cette comédie humaine-là, ils vont la jouer pendant un certain nombre d'années. Jusqu'au moment où les premiers signes d'alerte vont arriver. C'est-à-dire, il y a des entreprises, je me souviens d'un directeur général d'une entreprise du BTP, que je ne citerai pas, française, qui m'expliquait, on a quitté la Chine, je vais être très vulgaire, la queue entre les pattes, on s'est fait ratiboiser, et quand on est rentré en France, la première chose qu'on a faite, c'est de ne surtout pas aller expliquer à nos concurrents français pourquoi on est parti. Pas de rétex, comme diraient les militaires. Donc cette capacité chinoise... Pourquoi? Pour pas... Ils perdaient la face. D'accord. Parce qu'ils perdaient la face. Et comme en France, il n'y avait pas de cercle de discussion à un niveau stratégique pour dire « mais attention, il y a ces premières alertes qui montrent bien que la Chine n'est pas forcément l'Eldorado qu'on croyait. Il y a des entreprises qui reviennent parce qu'elles n'ont pas su tirer profit de leur implantation en Chine, notamment. Et puis, si on fait vraiment une veille à 360 et qu'on commence à voir d'autres éléments d'alerte, le groupe Murdoch veut créer un groupe en Chine, on le laisse venir et il doit partir lui aussi la queue entre les pattes parce que les Chinois l'épuisent dans tout un tas. Ça, c'est la deuxième leçon du maoïsme. Comment épuiser l'adversaire. Épuiser l'adversaire, là, c'est plus dans des démarches politico-militaires, c'est dans des relations juridiques, dans des complications administratives, dans des ouvertures qui deviennent des fermetures, jusqu'au moment où l'autre a compris. Le groupe Murdoch, c'était le premier groupe de presse mondial au niveau occidental. Il est parti parce qu'il pouvait pas tenir. Et après, si on avait vraiment eu un système à 360 pour regarder, tracer l'évolution du contexte intérieur, mais on aurait vu que, on n'a pas le temps d'être exhaustif, mais quand la Chine dit non aux GAFAM, on n'en veut pas. C'est pas n'importe quoi, ça. Pourquoi ils disent non aux GAFAM? C'est pas un effet mode. Donc là,
c'est la troisième règle du maoïsme. C'est quand on est en situation de force et qu'on voit apparaître ce qui est considéré comme un envahisseur qui peut avoir une démarche de victoire stratégique sur ce fameux second monde, le monde immatériel, là on montre les dents. Là on dit Non. non. Et là on va commencer à être beaucoup plus coercitif. Là on va commencer à aller chercher Apple, aller chercher d'autres pour dire c'est terminé. Vous ne viendrez pas. Nous allons créer notre Internet chinois. Nous allons créer nos GAFAM chinois. Donc, on est là sur la ligne dure, sur un protectionnisme qui devient visible. Un protectionnisme qui devient visible. Est-ce que ça... Qu'est-ce que je constate quand je vois ça ? Ouais. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, je discute avec un de mes étudiants en exécutive à l'EGE qui me dit dans le domaine cyber, on regarde le problème de l'ubérisation de la Chine et le blocage chien sur l'ubérisation. Et je lui dis, mais arrêtons de continuer à analyser la Chine avec une grille d'analyse concurrentielle. C'est pas parce que on est dans la cyber qu'on est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec tout ce que je viens d'évoquer, qui est celui de la haute technologie, où il n'y a plus de frontières, où c'est le monde des grands de la Silicon Valley. Et non, parce que justement, la Silicon Valley, ils ne peuvent plus agir en Chine. Et regardez ce qui se passe depuis Trump, puis Biden, etc. Enfin, aux États-Unis, on a dit, ouais, c'est terminé. Et pas qu'aux États-Unis. Et on commence, du côté occidental, pas partout, mais à comprendre que le protectionnisme chinois, qui est officialisé dans le monde immatériel, c'est devenu un problème majeur dans l'évolution du commerce international. Donc, je pourrais comme ça énoncer d'autres règles du maoïsme de combat dans la guerre économique, parce qu'il y en a d'autres. Mais en fait, ce qui me... moi, la question que ça me pose, que vous m'expliquez, c'est... Alors d'abord, premièrement, au vu quand vous avez vu cette stratégie se dérouler, premièrement, est-ce que vous avez été surpris ? Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, est-ce que le maoïsme et ses stratégies, est-ce que le maoïsme est un expansionnisme ? Quel est l'objectif final ? Est-ce que c'est d'être solide dans ses frontières ou d'aller au-delà ? Parce que c'est toujours la question qu'on se pose aussi. Bien sûr. Alors, pour la Chine. On n'a pas été surpris. Pourquoi ? Parce que là, je parle de l'école de guerre économique. On a été, je crois, les premiers dans le monde occidental, et je le revendique haut et fort, parce qu'un Français qui revendique ça passe pour un fou, bien entendu. C'est pas possible qu'on ait pu être innovant, plus innovant que les Britanniques ou plus innovant que les Américains sur ce sujet-là. On a fait un jour un examen final d'une promotion de l'EGE. Dans notre jargon, on appelle ça une SIE, qui portait sur l'expansion économique de la Chine. C'est-à-dire typiquement le mot que vous venez d'utiliser. Et là, on a créé un blog qu'on a appelé Chine conquérante. À l'époque, il n'existait pas sur le net mondial, et en particulier sur le net anglo-saxon, et en particulier sur le net américain, voire britannique, aucun site internet, aucun blog qui parlait de l'expansionnisme économique de la Chine. Il n'y en avait pas. C'est une expérience très intéressante. Celles ou ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le site du cr451.fr. Il y a une partie documentaire et on a fait un documentaire sur le sujet. On mettra le lien en description. Qui a amené d'ailleurs une riposte de la Chine, c'est-à-dire le lendemain où on a mis en ligne le documentaire, il y a eu une vidéo de 25 minutes contre moi, 25 minutes, d'accord, vidéo chinoise, pour essayer de contrer ça, qui a été retiré après,
parce que c'était un échec en termes de diffusion. Mais on peut se dire que c'était peut-être un premier message qui m'était adressé d'une certaine manière. Bon, on peut le comprendre comme ça. Ouais, mais en tout cas, vous avez été identifié bien sûr, assez précisément, quoi. parce que notez bien, mais ça n'a eu lieu que sous cette forme. Que quand il y a eu le fameux rapport de l'IRSEM sur les pratiques chinoises offensives, et là on parle d'espionnage et de tas de choses comme ça, il y a eu des personnes qui ont été invectivées par les autorités chinoises de manière assez précise. Mais il se trouve que les Chinois sont peut-être plus mal à l'aise avec un ancien maoïste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc la démarche, elle est plus indirecte. Et en fait, quand on l'examine, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été les premiers, je le revendique, à parler d'expansionnisme économique chinois. Pourquoi on pouvait le faire ? Parce que côté anglo-saxon, on avait encore une posture très ambiguë. Les Britanniques, à l'époque où on a fait ça, avaient encore Hong Kong, et les États-Unis étaient encore largement dominés par le monde des affaires qui préférait lâcher du lest parce que dans le monde des affaires américain, on y croyait encore beaucoup à l'Eldorado. Bien sûr. Mais c'est une croyance qui persiste toujours. Je m'évertue à dire, on a une super industrie de luxe en France, une partie des leaders font 30% de leur chiffre d'affaires en Chine. Le jour où il y a un problème avec la Chine comme avec l'Ukraine, c'est quoi le plan B ? Mais on me rétorque, rassurez-vous, l'industrie de luxe a cette capacité de switcher sur autre chose. Je lui souhaite, j'espère pour elle. Mais toujours est-il que le problème, j'y reviens, c'est que nous avons encore, dans un pays comme le nôtre, énormément de difficultés à étudier ce qu'on appelle l'expansionnisme économique chinois. Alors, le GE ne s'arrête pas en cours de route. Nous allons bientôt mettre en avant un site internet avec une structure qui s'appelle Réticular et le CR 451 de GE pour le suivi des routes de la soie. Mais c'est pas un suivi touristique. On commence à mettre les petits cailloux blancs du petit poucet. Là, le rapport qu'on vient de sortir sur la logistique, et vous le verrez, je crois, avec un visuel, c'est pas n'importe quoi. C'est de dire le Parti communiste chinois a publié très officiellement un plan stratégique sur la logistique au niveau intérieur et au niveau extérieur. Et là, on a quoi ? Là, on a une leçon de choses pour M. Édouard Philippe, par exemple, mais pas que lui. C'est-à-dire qu'il le lise, le rapport qu'on vient de sortir, parce que là, il est expliqué quoi ? Mais que les Chinois, considèrent que la logistique, c'est un enjeu d'enrichissement pour leur pays. Ça, tout le monde est prêt à le croire, parce qu'il y a les enjeux sur le ferroviaire, sur le maritime, donc le portuaire aussi au passage, sur le routier et sur l'aérien, d'accord ? Quand vous regardez ce que ça représente, ça, au niveau du commerce mondial, au niveau du business, au niveau des emplois créés, de l'activité, etc., ça représente beaucoup de choses. Il l'affiche haut et fort. C'est un document officiel. Mes étudiants ont lu le chinois, ont traduit. Et qu'est-ce qui est dit là-dedans ? C'est que, par exemple, le logistique extérieur chinois, orienté hors des frontières chinoises, c'est pour conquérir. C'est pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Donc, pour enrichir la Chine. C'est que les routes de la soie, c'est quand même une leçon de choses pour nous occidentaux. C'est la première fois dans l'histoire économique qu'un pays affiche et revendique une stratégie de conquête. Conquête économique, en l'occurrence. Mais bien entendu. Mais par rapport à ces routes de la soie, est-ce que vous vous félicitez de la réticence française à rentrer dans ce schéma ? Je crois que là, enfin, il y a des voyants qui se sont allumés. Les routes de la soie, c'est un piège. C'est très bien choisi parce que, et là on retombe encore une fois sur la mécanique de combat cognitive maoïste,
l'image de Marco Polo, l'image de l'aventurier qui découvre un autre monde. Et on voit arriver quelque chose qui nous fascine, la soie, sa valeur, les nouveaux axes d'échange. Donc c'est une image positive, d'accord ? Donc il la market, il nous la renvoie sur les nouvelles routes de la soie. Mais quand on décortique ce qui se passe sur les nouvelles routes de la soie, on a une véritable machine de guerre économique. Ouais. Dans le rapport sur la logistique, il y a un focus qui est fait sur la Hongrie, la Serbie, sur le ferroviaire, sur tout ce qui est décliné autour de ça. Mais dans d'autres documents qu'on a publiés, notamment sur le site de l'École de pensée des guerres économiques, sur la Hollande, les Pays-Bas par exemple, le hub hollandais des Pays-Bas. C'est-à-dire que les Chinois ont compris une chose, comme ils l'avaient fait à l'époque de Chiang Kai-shek, on peut passer des alliances très profitables avec des adversaires. Ils ont compris que les Pays-Bas, c'est un pays qui depuis très longtemps est prêt à tout pour exister. N'oubliez pas de quoi ils sont partis, les Hollandais. D'une zone particulièrement dure. Ils ont créé un des premiers empires maritimes, alors qu'ils n'étaient rien. Et c'est la première porte d'entrée de la Chine, d'un point de vue économique et des marchandises, en Europe. Mais bien sûr, parce qu'ils ont compris que les Pays-Bas, qu'est-ce qu'ils ont à vendre aujourd'hui ? Ils ont à vendre leur savoir-faire en termes de commerce, en fait. Commerce, de shipping, comme on dit, de porte d'entrée, comme vous venez de dire. Et les Pays-Bas sont le point de passage pour rediffuser sur l'Europe un maximum de produits chinois. Le déficit du commerce extérieur français, si je prends ce cas-là, quel est le déficit, un des plus importants ? Mais c'est avec la Chine. N'oublions pas quand même, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, hein. C'est pas un déficit anodin. Mais là où les Hollandais sont redoutables, c'est que c'est des pays qui ont appris à composer avec des adversaires, à plier la nuque pour se remplir les poches, d'accord ? Si je prends l'image, ils sont très doués. Ils sont très doués. Mais essayons d'examiner comment ils sont très doués. Au lieu de les considérer comme, c'est un pays comme les autres, État membre de l'Union européenne. Non, c'est un pays qui est rusé, qui s'est joué de la duplicité, d'une posture défavorable au départ pour tirer profit avec des adversaires redoutables. Mais apprenons des Pays-Bas, au lieu de les méconnaître, apprenons. Regardons les chiffres d'Eurostat, faisons comme Nicolas Raveil, qui, chez nous, à l'école de guerre économique, est le lecteur des stratégies sur le terrain européen, pour essayer de décortiquer, pour essayer de comprendre ce qu'on doit très modestement et humblement apprendre de meilleur que nous. Comment on fait ? Là, en l'occurrence, c'est un très bel exemple. Apprenons. Il y a un exemple... On arrive sur la fin de cet entretien, mais je veux absolument qu'on aborde ce sujet que vous avez évoqué du maillage territorial mis en œuvre par les maoïstes et qui permet au Parti communiste chinois d'avoir des élites dans toute la Chine, en fait, et de vraiment mailler totalement leur territoire, ce qui permet de le contrôler plus efficacement. J'aimerais faire le parallèle avec l'élite occidentale. On a vu aux dernières élections législatives que la pensée élitaire française se concentrait dans les grandes villes. Et c'est assez marqué quand on regarde la carte des votes, notamment des communes où le Rassemblement national est arrivé premier. Et quand on compare avec les villes, on voit une déconnexion totale, en fait, entre les grandes villes où sont par ailleurs la majorité des cadres et des élites, et le reste du pays. Est-ce que les élites occidentales, en l'occurrence françaises, devraient s'inspirer des élites chinoises, de leur capacité à faire ce maillage territorial, à pénétrer tous les territoires ? Est-ce qu'il y a une stratégie, une logique à s'inspirer justement là-dedans ? Alors votre question, elle est essentielle en fait.
Elle est essentielle, pourquoi ? Parce que c'est le défi de la France aujourd'hui. Notez au passage qu'on était en train de perdre de vue l'élément le plus structurant de notre histoire économique, qui était l'agriculture française. Ouais. C'était en train de disparaître. C'est en bonne voie, hein. Encore. C'est encore un niveau d'alerte très très fort, on Ouais. est bien d'accord. Mais comment on peut oublier que c'était le socle de notre histoire économique, mais pas simplement de notre histoire, parce que quand on regarde attentivement à quoi elle sert l'agriculture française, c'est encore un élément hyper dynamique de l'économie française, c'est un élément vital de survie pour la population, parce qu'on va quand même redécouvrir le fil à couper le beurre, il faut bien manger, et avec quoi, et comment, et qui le fait. Donc, ce que vous venez de dire, ce schisme entre les campagnes et les villes, qui est la catastrophe de la France, qui aboutit, mais à des choses incompréhensibles, c'est-à-dire les élites françaises aujourd'hui, la priorité qu'elles devraient avoir, c'est mettre fin à ce schisme. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils se radicalisent en réalité. C'est tout le contraire. Alors, on a l'exemple de Sciences Po Paris. Vous avez été diplômé de Sciences Po Paris. Ah non. J'ai été diplômé. Pourquoi vous me outez comme ça, comme on dit aujourd'hui ? J'ai été diplômé de Sciences Po Paris. Oui. Et là, qu'est-ce que j'apprends ? Et j'espère que ce que j'ai appris, c'est un fake news. J'apprends qu'il y a une garden party qui vient de se passer avec tous les gens qui comptent, aussi bien pour l'Institut d'études politiques de Paris que pour la Fondation nationale des sciences politiques. Et j'espère que c'est une fake news. Parce que si c'est la vérité, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que des étudiants Sciences Po sont arrivés, ont aspergé de peinture, ont perturbé cette réunion. Réunion très importante, parce qu'il y avait présent des représentants des groupes qui contribuent au succès qu'était Sciences Po Paris. Ça a créé un trouble. La direction n'aurait pas fait appel aux forces de l'ordre pour rétablir l'ordre. Donc, il y a des gens, m'a-t-on dit, et j'espère que c'est faux, qui sont partis écœurés en disant on ne remettra plus jamais les pieds dans cette école. Et les gens qui sont partis, c'était des gens des groupes du 440, paraît-il. Et en plus de ça, au sein de l'association des anciens de Sciences Po, m'a-t-on dit, et j'espère que c'est faux, il y a un schisme en cours. Car il y a une partie des gens qui disent on ne peut plus sauver cette école. Vous imaginez le schisme. Et il faut en construire une autre. Il faut même demander à l'État de ne plus investir dans cette école. Donc quand on en arrive là, j'espère que je fais un mauvais rêve. J'espère qu'on m'a raconté des bêtises. J'espère que ça n'a jamais eu lieu. J'espère que le journaliste de Mediapart qui a dit vous n'avez pas intérêt à faire fuiter ça n'a jamais existé. Que son éthique journalistique n'est pas d'en arriver à ce genre de comédia dell'arte. Parce que là, on touche le fond du fond. Et c'est pas possible. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire qu'en tout cas, à l'école de guerre économique, et j'espère pas qu'à l'école de guerre économique, mais le schisme en question, ça devienne une priorité 1, de le dégager. Dégager ce schisme. Il faut reconstruire ce pays. Il faut reconstruire les centres de formation des élites. Les petits rigolos qui sont en train de nous la jouer à l'envers, et qui se prétendent en plus d'extrême gauche, les petits rigolos, d'accord ? Moi, j'ai envie de leur faire un voyage organisé en Chine communiste, pour leur dire, les petits rigolos, là on va se mettre à parler sérieusement, d'accord ? Je vais vous montrer ce que c'est un pays en situation de combat. Ça, c'est un pays en situation de combat. Mais vous êtes en train de faire quoi ? Vous êtes en train de casser votre jouet ? Vous êtes en train de nous la faire à l'envers avec des petits slogans d'extrême gauche qui ne servent que les adversaires économiques de la France ou les puissances qui sont sur des arbres, c'est le film des corbeaux d'Alfred Hitchcock, et qui vont arriver. Et vous nous la faites à l'envers en vous présentant comme des militants révolutionnaires. Mais attendez là, vous êtes des militants révolutionnaires ? Ouais. Ça suffit. La comédie humaine, faut l'arrêter.
La priorité des priorités, c'est de se battre pour 1. Redonner un élan à l'économie française. 2. Faire en sorte que les entreprises ne croient plus simplement qu'au marché, à la finance, mais pensent aussi aux logiques de puissance, d'accroissement de puissance par l'économie. 3. Ouvrir les yeux des politiques. Et ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux, mais qui retournent dans leur niche, électorale. Écoutez, cet état des lieux est d'autant plus frappant qu'il vient d'un ancien militant dans sa jeunesse d'extrême gauche. Donc, j'imagine que vous avez quelques référentiels pour faire des comparaisons. Christian Arbulot, comme d'habitude, c'était passionnant. On était ravis de vous accueillir. Merci. On est arrivé à la fin. Pour le public, si vous avez aimé cet entretien et que vous voulez qu'on continue d'en produire plus, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez pour dire vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Voilà. En tous les cas, on était ravis de vous accueillir dans cette émission Le Cercle de la chaîne Risque Intel Média. Merci beaucoup, Christian Arbulot. Merci.